Qu'est-ce qu'on entend par source de données? Là où on peut puiser l'information. Des informations, oui. Des informations tout court, sans plus. Moyens et matériels. Pardon? Moyens et matériels pour l'étude. Pas spécialement pour l'étude. Une source de données, c'est-à-dire que c'est une source d'information sur des données. Et si on se situe sur notre spécialité médecine du travail, ça veut dire tout ce qui concerne la médecine du travail, tout ce qui concerne le travailleur sain ou travailleur malade, et tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les informations concernant son travail, le poste de travail, l'entreprise et tout ça. Mais en général, une source de données, c'est des informations concernant des données particulières, pas spécialement la médecine. J'aime bien reprendre des définitions. Bon, les sources de données, ça concerne le registre de ces bases de données. J'aime bien reprendre des définitions, donc j'ai repris peut-être pas les seules, mais ce que j'ai retrouvé en premier, c'est des informations concernant, des définitions concernant les Canadiens. Donc je vous ai repris la définition en tant que telle des Canadiens, mais les Canadiens n'utilisent plus l'expression source de données. C'est les métadonnées. Et c'est vrai que maintenant, on utilise les métadonnées par rapport à tout ce qui est informatique, sans pour autant s'éloigner de l'information en elle-même qui est source de données, ou définir la source de données qui est l'information sur des données publiées. Données publiées, ça veut dire qu'on a accès à ces informations-là. Si ce n'est pas publié, si ce n'est pas enregistré, vous ne pouvez pas avoir ces informations-là. Donc, si je reprends la définition canadienne, donc les renseignements connus aussi sous le nom de métadonnées servent à mieux faire comprendre les concepts de base servant à définir les données, incluant les variables et les classifications, les méthodes statistiques et enquêtes, ainsi que les principaux aspects de la qualité des données. Donc ça, c'est une définition générale sur des données. Le terme métadonnées, c'est pour dire que c'est tout à fait. C'est-à-dire le titre. Ah, pardon. Et là, ça ne change pas? Ah, je ne sais pas ce qui se passe. Tout le monde a ce problème? Vous me direz oui. Oui. La quatrième, je refais. Et là, vous la voyez? Et là, vous voyez la troisième? Oui, la troisième. Non, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on va... Je vais arrêter le diaporama? Mais je sais qu'il faut. D'habitude, on travaille sur le mode diaporama. Il y a un problème. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui. Merci, docteur Chebini, pour toutes ces précisions. Voilà donc pour la définition concernant les métadonnées, une définition canadienne. Les sources de données, on les avait vues ensemble la dernière fois, on a cité les sources de données, où est-ce qu'on pouvait retrouver l'information en général, et on a vu aussi en médecine du travail. Donc là, je reprends ce qui existe chez nous. Donc les données sur la mortalité, c'est l'Institut national de santé publique, les services médicaux du travail, courrier adressé à l'état civil, ou bien l'Office national des statistiques. On verra tout à l'heure le lien. La morbidité, on a les registres en général, les services de médecine du travail, les autres spécialités, et sinon, tous les résultats des enquêtes. Et c'est ce qu'on avait vu quand on a fait le cours sur les indicateurs. Bien sûr, il ne faut pas oublier tout ce qui concerne les données concernant les expositions professionnelles en matière de poste de travail ou de l'entreprise où travaille notre sujet. Alors maintenant, on arrive aux sources de données qui sont citées par le titre de la conférence, donc le registre. Alors, il n'y a pas de définition algérienne. J'ai repris la définition française concernant le registre. Maintenant, si je reprends la définition simple du Larousse, c'est un livre où l'on inscrit des faits, les choses dont on peut garder le souvenir. Alors, chez les Français, le registre est défini comme un recueil continu et exhaustif de données nominatives intéressant un ou plusieurs événements de santé
dans une population géographiquement définie à des fins de recherche et de santé publique par une équipe ayant les compétences appropriées. Ce qui veut dire que ça ne concerne pas spécialement la médecine du travail, sachant que le premier registre qu'on connaît, c'est le registre des cancers. Donc, le registre des cancers est sorti entre 1940 et 1950. C'était un registre à l'échelle mondiale. Nous connaissons les registres des pathologies et, bien sûr, en tant que médecin du travail, vous connaissez les registres obligatoires en médecine du travail où maintenant on parle beaucoup plus de santé au travail. Alors, vous pouvez me citer les registres obligatoires en médecine du travail? Registre des consultations, de la Registre vaccination, De l'activité quotidienne. Registre ATMP. Registre des maladies chroniques. Visite des lieux. Pardon, je ne sais pas qui c'est qui en peut parler. Je parle des registres obligatoires en médecine du travail. Le registre de consultation, c'est le registre de l'activité quotidienne. Quotidienne. Vous repreniez d'abord la législation qui en parle et les nommer tels qu'ils sont cités par la législation. Quelqu'un se souvient du décret ou de l'arrêté ou de la loi qui en parle? Mouslimani. Je fiche le décret, mais les registres. Il y a les registres obligatoires. Donc, moi, je fais tout. Comme en quatrième année, il faut que tu fasses. Mais vous savez qu'il existe. Ah oui, je voulais dire. Très bien. Donc, c'est l'arrêté interministériel du 16 octobre 2001 qui fixe le contenu et les modalités d'établissement et de tenue de documents obligatoirement établis par le médecin du travail. Dans son article 2, donc, vous avez le dossier médical, la fiche de visite médicale individuelle, le registre d'activité quotidienne. Quand votre collègue a parlé de registre de consultation, donc il faut dire registre d'activité quotidienne et des visites médicales d'embauchage périodiques et spontanées et de reprise. Le registre spécifique au poste exposé, le registre des vaccinations en milieu de travail, le registre des maladies professionnelles et le registre des visites d'atelier. Alors, qu'est-ce que vous avez l'habitude de remplir ou de renseigner, puisque ce sont les documents obligatoirement renseignés par le médecin du travail? Ok, c'est bon, vous êtes honnête, c'est bien. Alors, les autres collègues. Avant la fiche de visite médicale individuelle. Le dossier médical individuel et la fiche de visite médicale individuelle, donc le registre d'activité. Donc, comme il a dit Dr Chebini, donc occasionnellement, c'est le registre de vaccination et le registre de visite d'atelier quand on fait des visites au niveau des entreprises. Et le registre spécifique au poste exposé, vous ne le renseignez pas? Non, non, il n'y a pas la question. Très bien. Alors qu'on est tenu légalement pour le remplir. Mouslimani, qu'est-ce que tu as l'habitude de remplir? Activité et une fois maladie professionnelle, une ou deux fois. Vaccination, je ne suis pas affectée. Et les autres, non. Voilà. Je vous dirais que personnellement, je n'ai aussi jamais, peut-être, mais si jamais, si je pourrais dire que je n'ai jamais rempli le registre spécifique au poste exposé. On va voir ensemble ce que contiennent chacun d'eux. Alors, je continue sur la lancée de l'arrêté interministériel du 16 octobre 2001. Pour l'article 7, 8 et 5, là, il définit combien on doit garder l'information. Donc, pour les registres, c'est fixé, la conservation est fixée à 10 années, à partir de la date de leur clôture, donc quand le travailleur n'est plus surveillé. Mais quand on se limite à 10 ans, on se pose la question pour les cancers, comment je vais retrouver l'étiologie ou les expositions professionnelles. Mais l'article 5 parle de la durée de conservation du dossier médical. Le registre, on le tient 10 ans. Le dossier médical, on le tient 10 ans, mais on peut le tenir plus longtemps si le travailleur est exposé au cancérogène. Tant mieux. Mais c'est dommage qu'on ne puisse pas aussi garder
plus de 10 ans les registres, c'est-à-dire surtout pour les postes exposés ou les registres d'ateliers où on a la notion d'exposition professionnelle. Donc ça, c'est une critique quand même, même si que je vous soumets, même si on ne remplit pas tous les registres. Alors, le registre d'activité quotidienne, qui c'est qui respecte toutes ces données dans un registre quotidien de visite d'embauchage, périodique, spontané ou de reprise? Est-ce que vos registres au niveau des services contiennent toutes ces informations-là? Oui. 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 Très bien. Mouslimane, il y a un registre comme ça. Sur informatisé, mais à l'entreprise, on a un Hagdaya, sauf pour le traitement, je n'ai rien moi. Oui, parce que personnellement, j'aurais espéré qu'au niveau de la réception, il y ait toutes ces informations-là. Mais on n'a pas, parce que ceux qui sont au niveau de la réception ne font pas tout ça. Ils simplifient au maximum les informations. Mais c'est vrai que nos données. On a le fichier. Pardon? On a le fichier informatisé. Le fichier informatisé contient toutes ces informations-là. Les autres collègues? Oui, c'est la même chose. Voilà, mais vous avez cette version papier. Très bien. Vous le tracez en tant que médecin ou en tant que ou une autre personne, secrétaire ou réceptionniste? Et vous remplissez quotidiennement cette information. D'accord. Mais ça demande beaucoup de temps. Ça dépend de l'activité quotidienne. Oui, vous avez raison. Personne n'a le droit de toucher au registre, sauf le médecin du travail au service. D'accord, très bien. Parce qu'il y a l'information sur la conclusion de la consultation. Exactement. Nous, on fait l'erreur de donner ça à une secrétaire. Ah oui. Oui, Qui est parce que c'est normalement vrai tenue que, par le secret médical, elle aussi. parce que oui, le secret médical fait que normalement non. À la limite, un infirmier, mais pas le secrétariat. Le registre Dans la spécifique. loi Talétique, c'est mentionné, c'est le médecin et le personnel qui travaille avec lui, y compris l'assistant médical et le secrétariat. Ils sont tous concernés par le secret Normalement, médical. ils sont tous concernés par le secret médical. Mais sachant le profil des personnes, dans la pratique, c'est pas évident. C'est vrai que oui, tu as dit l'éthique. Oui, il y a un article de la déontologie sur ça. Donc à la limite, on est protégé en tant que médecin. Oui. Voilà. Okay. Alors, ensuite, vous avez le registre spécifique au poste exposé au risque professionnel. Donc là, quand même, on a, si on respecte tous les intitulés, on peut avoir une traçabilité sur les expositions de travail, des expositions professionnelles du travailleur. Donc, qualification exacte du poste de travail, les matériaux de produits utilisés, l'outillage, les postures de travail, les mouvements, ambiance de travail. Le mouvement, je suppose que c'est la durée d'exposition. L'ambiance de travail, les horaires de travail, les risques, les conséquences médicales, les mesures et moyens de prévention et enfin une rubrique observation. Le registre des vaccinations au milieu de travail, ça c'est un truc qui marche bien en général dans tous les services et encore plus depuis peut-être l'avènement de la Covid parce que tout le monde était responsable et tout le monde a mis la main à ces registres. Il est spécifié qu'il y a des registres différents pour chaque type de vaccination. Le registre des maladies professionnelles, c'est l'un des registres les plus anciens et qui est bien renseigné. Le registre des visites d'atelier, en général, c'est un registre que j'ai eu l'occasion plus de remplir au niveau des entreprises, pas au niveau du service. Qu'en est-il de votre expérience? La même chose, on le remplit souvent au niveau des entreprises. Je ne l'ai jamais rencontré au niveau du service. Oui, tout à fait. Comment une seule entreprise? Écoute. Là, j'ai eu à le voir au niveau de pas mal d'entreprises, non? À notre service, on a. Pardon. Pardon? À notre service à Tizi, donc on a un registre spécialement pour les petites entreprises. Oui. Qui ne dépassent pas les 50 travailleurs. Donc, quand on fait une visite
minimum une fois par année, on mentionne cette visite dans ce registre-là. D'accord. Donc, vous avez un registre commun aux petites entreprises. Oui. D'accord. Oui, quelqu'un d'autre, vous voulez parler? J'allais dire que c'est plutôt le cahier d'hygiène et de sécurité qui à peu près partage certaines informations Oui. citées par ce registre-là, mais un registre de visite d'atelier, personnellement, je n'ai jamais eu à le remplir. Je ne sais même pas s'il existe pour entreprise. C'est vrai que tu as raison, c'est plutôt le registre d'hygiène et sécurité et de médecine du travail. Oui, tout à fait. Oui, oui, tu n'as pas tort. Alors, les registres, donc le décret exécutif du 8 janvier 2005 relatif aux commissions paritaires et aux préposés à l'hygiène et à la sécurité. Donc, dans son article 20, il parle des registres d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail, dont on vient d'en parler. Et bien sûr, tous les procès-verbaux des réunions et des commissions d'unité et des commissions d'entreprise doivent être consignés sur ce registre. Il y a aussi le registre des accidents de travail et les statistiques y afférentes qui doivent être transmis ou mis à la disposition de l'inspecteur du travail territorialement compétent ainsi qu'à tout corps d'inspection et de contrôle légalement habilité. Donc ça, c'est les préposés à l'hygiène et à la sécurité. Vous avez le rapport annuel de l'article 25, donc ces préposés d'hygiène et de la sécurité doivent communiquer un rapport annuel sur la situation des risques professionnels et proposent toutes les mesures nécessaires. Celles-ci, ainsi que le rapport bilan, sont consignées sur le registre de l'hygiène, de la sécurité et de la médecine du travail. Ça, personnellement, je n'ai pas vu ce genre de rapport. Mais il n'est pas sous la responsabilité du médecin du travail, mais de l'employeur. Les registres, le registre toujours en santé au travail, concernant donc le fonctionnement des services d'hygiène et de sécurité. Donc, le service d'hygiène et de sécurité est chargé de la tenue et de la mise à jour des registres, de ce registre justement d'hygiène et de sécurité, des registres des vérifications techniques et des installations et équipements industriels et le registre des accidents de travail. Généralement, on a l'information sur les AT, moins bien sur le registre d'hygiène, sécurité et de médecine du travail. Parfois, souvent, ils nous demandent de le remplir alors que normalement, il est à leur charge. Alors, ce qui est intéressant dans ces registres, sous la responsabilité donc, du service d'hygiène et de sécurité, c'est qu'ils doivent être cotés et paraphés. Vous savez ce que c'est que la cote et le paraphe? Je ne fais pas la différence entre les deux, mais l'essentiel, c'est qu'ils soient... La définition est en bas, c'est qu'il est fait de sorte à ce qu'aucune page ne manque. On ne peut pas déchirer une page sur ces registres-là. Donc la cote, c'est le fait de numéroter, pas de numéroter, c'est de donner un numéro de référence appliqué par perforation sur chaque page. Le paraphe, c'est de mettre un cachet sur la première et dernière page. Donc, on est certain qu'il ne manque aucune page et que l'information n'est pas cachée. Donc, voilà, la cote et le paraphe, ils sont définis au dernier alinéa. Alors, le décret sur les préparations dangereuses en milieu de travail, donc c'est le décret exécutif du 8 janvier 2005, il définit ce que c'est les préparations et les produits dangereux au milieu de travail. Et là, dans l'article 12, les prescriptions particulières de prévention à prendre par l'organisme employeur pour assurer la protection des travailleurs sont les suivantes. La tenue à jour du registre d'hygiène et de sécurité, ainsi que le fichier de ces substances, produits ou préparations dangereuses. Donc, il est demandé à l'employeur de consigner des informations sur les produits ou préparations dangereuses. Dans ce décret, on spécifie, je crois, la notion de cancérogène, mutagène et reprotoxique. C'est ça, dans ce décret. Le Makosh Habden de décret. On peut le reprendre. Vous me suivez? Oui. Ah, d'accord, je pensais que j'avais perdu la connexion. Je vérifie simplement si j'ai le décret 8 janvier, oui, ok. Je sais que vous n'avez pas encore le document. Vous ne voyez pas le document que je suis en train de consulter.
Oui, parce que je n'ai pas partagé. Est-ce que vous connaissez ce décret sur les produits dangereux? Oui, D'accord. Non? Alors, je vais juste vérifier. Attendez, je vais partager avec vous, comme ça. C'est bon, vous le voyez? D'accord. Je vais vous les envoyer en même temps que cette conférence d'aujourd'hui. Voilà. Alors, la substance, produit. Alors, là, on vous précise le classement des produits. Ah ben non, on ne parle pas de. Oui, voilà, il y a juste cette notion. Voilà. Ah, si, si. On parle de cancérogène, mutagène, aussi. Vous voyez? Très bien. Voilà. C'est le seul décret qui parle des produits cancérogènes, enfin des produits ou préparations cancérogènes. Hormis l'amiante et les rayonnements ionisants. Voilà, c'est les deux qui ont une réglementation par rapport à leur dangerosité. Alors, je reprends, j'arrête là le partage pour reprendre avec la conférence. Voilà, donc dans ce décret des matières dangereuses, on tient comme, pour responsable l'employeur ou l'organisme employeur sur ces informations-là, donc qui doivent être consignées sur le registre d'hygiène sécurité et un fichier pour ces produits-là. On ne parle pas des FDS, mais un fichier qui identifie les produits dangereux au niveau d'entreprise. Alors, l'organisme employeur est tenu de tenir les registres réglementaires, donc le registre d'hygiène, le registre incendie, le registre des accidents de travail, le registre des infirmiers, le registre de l'inspection du travail et le registre des vérifications techniques des installations. Voilà les documents, les registres obligatoires pour l'employeur. Je reviens sur le dossier médical. Vous connaissez tous le dossier médical, comment il est fait. Le dernier, ce n'est pas toujours évident d'avoir le dernier dossier médical parce que certaines entreprises ont l'ancien dossier médical. Il y a très peu de différences et surtout certaines rubriques, la rubrique par exemple, quand vous commencez une nouvelle visite périodique, il y a toujours en haut un intitulé qui parle des risques retrouvés au niveau du poste de travail ou des conclusions de la dernière visite périodique. Alors, toujours l'arrêté qui fixe donc la tenue du dossier médical. Alors, au moment de la visite médicale d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical individuel qui ne peut communiquer qu'au médecin du travail inspecteur territorialement compétent. Alors, on parle ici du médecin du travail inspecteur, mais sachez qu'il n'y a rien, il n'y a pas de législation qui parle de qui doit être le médecin du travail inspecteur. C'est vrai qu'on a les premiers médecins du travail inspecteur qui ont été installés au niveau des DSP sont des médecins du travail. Mais on n'a pas de législation sur le rôle ou les missions du médecin du travail inspecteur. Jusqu'à maintenant, on en a reparlé la dernière fois quand il y a eu la journée sur la prévention des cancers professionnels au niveau de la CNAS. Tous étaient d'accord qu'il n'y a rien qui définit le rôle du médecin du travail inspecteur. Et on ne les retrouve pas dans toutes les DSP, même la DSP d'Alger. Si, je ne sais pas si elle a un rôle de médecin du travail inspecteur, mais il y a un médecin du travail au niveau de la DSP d'Alger. Donc, ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur, c'est ce que nous faisons régulièrement. Se présente sous la forme d'un dépliant, on va voir tout ce qu'il contient. Il est, bon, là, on vous donne le détail du dossier médical, vous le connaissez, ce n'est pas la peine d'y revenir. Alors, on va le voir ensemble. On a parlé de la tenue du dossier qui doit être au-delà de 10 ans pour les produits cancérogènes. Et on va le voir ensemble. Alors, le lien, je ne peux le suivre que
en présentation. Voilà. Est-ce que vous voyez? Non. Non. Très bien. Donc, il faut que je... Ah, ok. Ah ouais, attendez, je reviens sur arrêter le partage. Je voudrais surtout, vous le connaissez, je voudrais surtout revenir sur la manière de tenir le dossier médical. Je voudrais vous poser une question, comme tout à l'heure. Attention. Ok, Malish. Non, monsieur Malish. Oui, Malish. Je voulais revenir sur le dossier médical. Est-ce que, honnêtement, vous remplissez bien la partie où on parle du poste de travail et surtout les antécédents, c'est-à-dire la partie où vous avez le curriculum laboris ou tous les postes occupés par le travailleur avant le poste actuel? Je mets les postes, mais je n'insiste pas sur les risques. Je me dis toujours que je vais les reprendre en fin de consultation, mais je ne le fais pas. Très bien. Alors, la dernière fois, quand on a fait la journée du... Merci, Boussimani, pour cette honnêteté. Personnellement, je mets les postes de travail avec les années, mais je ne mets pas l'exposition. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Sauf si je sais qu'il a été exposé à un cancérogène, je pourrais mettre entre parenthèses un mot, c'est-à-dire l'exposition. Ce n'est pas toujours évident, mais ça peut être le cas. Ce que je reproche à ce dossier, c'est qu'il n'y a pas assez d'espace. Et pourtant, on est tenu de bien le remplir. Est-ce que vous partagez cet avis, les autres? Oui. Oui. Oui, et surtout pour la partie résultat. Exactement. L'idéal, c'est l'électronique. Mais l'électronique n'est pas évident. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est doté d'ordinateur et d'assez d'ordinateurs pour justement faire tout ça. Je cherche toujours... Voilà, je voulais revenir sur ça. Alors, j'espère que je vais pouvoir partager cette partie-là. Pour qu'on s'entende bien sur quoi je parle. Voilà. Voilà, vous voyez? Oui. Très bien. Donc, je parle de cette partie-là. D'accord? Activité professionnelle antérieure, plus précisément. Donc, il n'y a pas assez d'espace pour bien mettre l'information. Il faudrait que cette partie-là soit un peu plus grande et mettre l'activité professionnelle antérieure sur cette partie-là pour pouvoir mettre les antécédents, les risques professionnels encourus auparavant. OK? Donc le tableau, il fait office en quelque sorte d'une fiche d'entreprise où l'employeur y est actuellement. Mais après, oui, vas-y, Boussoumani. Après, pour la partie qui est en dessous, celle que vous dites qui est petite, normalement, à mon avis, c'est elle qui devrait être à la place du tableau. Et l'exposition actuelle, normalement, elle suit chaque feuille à la VP. C'est-à-dire que la VP, on a avec le tableau côté médical. Ensuite, normalement, la page qui lui est opposée devrait être consacrée au poste de travail et on recensera toutes les expositions. Exactement, ce serait intéressant. Comme on ne peut pas le changer parce qu'il faut qu'il change sur le plan réglementaire, ce serait bien que nous-mêmes, on remplisse cette partie-là pour les activités antérieures. Quand tu as parlé de fiche de poste, alors je reviens sur la fiche d'exposition. Maintenant, on fait tout pour que le travailleur qui a été exposé à des produits cancérogènes, beaucoup plus cancérogènes, parce que le reste, ça peut être retrouvé rapidement, et le cancer ayant un délai de latence assez important, de 30 à 40 ans, on veut qu'il y ait une fiche d'exposition individuelle ou une attestation d'exposition, parce que les deux chez les Français sont différentes. Mais bon, la fiche d'exposition individuelle suffirait à retracer s'il y a une exposition cancérogène. Alors, cette fiche d'exposition individuelle, elle est remise au travailleur et au médecin du travail. Bien sûr, faite par l'employeur. C'est lui qui identifie les cancérogènes au milieu du travail.
Quoique le médecin du travail, il est là aussi pour informer, aider l'employeur à identifier les produits cancérogènes. Cette fiche individuelle d'exposition, elle n'existe que pour l'amiante. On y arrivera tout à l'heure sur une dia où je vous dis qu'elle est bien identifiée pour l'amiante. Et elle existe bien aussi pour les rayonnements ionisants. Les rayonnements ionisants, c'est encore plus réglementairement parlant, c'est bien défini. On va voir l'annexe qui en parle. L'amiante, il parle simplement d'une fiche, d'une attestation d'exposition. Mais ça devrait être généralisé pour tous les produits cancérogènes. C'est ce qui est souhaité par les dernières recommandations qu'on a faites, mais même bien avant cette journée, il y a eu le plan cancer 2015-2019 qui a repris parmi les référents d'identification des produits cancérogènes, il y a la fiche d'exposition individuelle. Alors, on revient Vous voyez la présentation? Oui. Oui. D'accord. Alors voilà pour l'amiante, c'est l'arrêté interministériel du 1er octobre 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'aliénation de poussière d'amiante, donc après son interdiction. Quoique l'interdiction elle est venue en 2009, donc l'arrêté est venu avant. Là, l'article 20 parle de l'attestation d'exposition, donc pas de la fiche individuelle d'exposition. L'attestation, ça veut dire que l'employeur atteste que la personne a été exposée à l'amiante. Là, ils disent simplement remise au travailleur, alors qu'elle devrait être aussi remise au médecin du travail. Mais est-ce que c'est le médecin du travail qui va le suivre en post-exposition? Si le travailleur est toujours en activité, oui. Mais si le travailleur a pris sa retraite, ce n'est pas le médecin du travail qui le suit. En tout cas, la loi n'oblige pas le médecin du travail à faire du suivi post-professionnel pour les travailleurs, sauf si certaines entreprises sont organisées de manière à revoir leurs retraités. Jusqu'à maintenant, j'en connais qu'une entreprise qui fait le suivi post-professionnel pour ses travailleurs. Et dans l'article 21, on parle de la surveillance médicale postérieure, c'est-à-dire post-exposition à l'amiante ou aux travailleurs démissionnaires ou retraités. Cette surveillance se fait tous les 2 ans. Je vous épargne la phrase qui vient après parce qu'il parle d'EFR. Comme si c'était ça le principal danger pour l'exposition à l'amiante, alors qu'il s'agit de cancer, donc il faut parler plutôt de TDM. Alors, est-ce que vous connaissez des entreprises qui font du suivi post-professionnel? Pas post-exposition, post-professionnel. Non. Non. Déjà bien qu'ils assurent la médecine du travail. Voilà. Alors, la seule entreprise, les gens de Ruba la connaissent, c'est la fonderie qui appartient, qui est de la coupe de la SNDI, c'est-à-dire Sonacom. Alors, la fonderie, alors qu'il y a 3 unités au niveau de la SNDI, il y a la carrosserie, il y a la fonderie, et l'autre, j'ai oublié comment elle s'appelle. Oui, la peinture. Voilà. Alors, parmi ces 3 entreprises, la fonderie, elle revoit ses retraités régulièrement, c'est-à-dire elle fait du suivi post-professionnel. C'était une agréable surprise quand j'ai découvert ça, et à ma connaissance, c'est la seule qui fait ça. Et pourtant, ce n'est pas la plus riche des entreprises algériennes. Pour les rayonnements ionisants, donc l'arrêté ministériel du 10 novembre 2015 relatif à la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, si je vous montre le dossier, et ça devrait être pour tous les produits cancérogènes, alors, c'est pas celle-là, amiante rayonnement, voilà. Je vais vous présenter ça. Alors, le dossier médical, les informations personnelles concernant le travailleur, la nature et durée de travail exposant au rayonnement, donc le lieu, la nature du travail, la durée d'exposition annuelle, en faisant la différence entre la catégorie A et la catégorie B, les caractéristiques des sources auxquelles le travailleur est exposé, donc sources non scellées, sources scellées, appareil électrique générateur, accélérateur, réacteur de recharge, donc tous les détails sur les sources qui peuvent être sources de rayonnement ionisant. La nature du rayonnement ionisant, donc X, gamma, alpha, bêta, neutrons, les énergies, tout ça.
Donc, vous voyez, quand on veut faire un suivi d'une exposition dangereuse, les rayonnements ionisants sont un très bon exemple. Ça, c'est les médecins du travail qui suivent des personnes, du personnel exposé aux rayonnements ionisants. Donc, dans chaque service, nous avons des services de radiologie. Pour ceux qui ont eu l'occasion de suivre ces personnes-là, est-ce que vous avez eu à remplir ou à renseigner ce genre de dossier? Non. Non, Personnellement, je n'ai jamais eu à suivre les hospitaliers, que ce soit à Ruba ou à Bnimsous. Je ne sais pas si on a vraiment rempli toutes ces informations-là. Je sais, pour la dosimétrie, on est très à cheval, mais le dossier de la visite périodique ne contient pas toutes ces informations-là. Voilà pour votre information concernant le personnel exposé au rayonnement ionisant. Alors, le rapport type du médecin du travail. Ça, on est tous carabustés par les secrétaires pour le renseigner. Donc, le rapport, vous avez dû le remplir et normalement, il a toutes les informations qui sont dictées par cet arrêté interministériel. Est-ce que vous en avez connaissance? Ou est-ce que vous avez dû vous le renseigner régulièrement? Donc, vous avez un fichier Excel. Très bien. Nous, on est arabusté chaque 3 mois. Ensuite, on a encore un rapport à remettre en fin d'année. Par an. Très bien, mais c'est ce qui est dit de toute façon par la loi. Les autres collègues? Je ne réponds ni au rapport d'à 3 mois, ni au rapport annuel. Alors qu'on est obligé. Je suis personnellement aussi, je ne le fais pas. Les autres. Alors, les autres résidents. À Tizi, oui, on le fait Chaque année, comme au CPMD. Oui. Voilà. Nous, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est en rapport avec ce qui est dit par la loi. J'ai veillé moi-même à ce qu'il y ait toutes les rubriques. Mais ce qui me dérange, c'est que les mêmes informations, je dois les donner régulièrement. Alors que certaines informations concernant l'entreprise ne changent presque pas chaque année. C'est pour ça que oui, je suis d'accord avec vous qu'il y ait un Excel à remplir, parce que je n'aurai à remplir tout ce qui a changé. On devra le proposer à notre service. Donc, les gens du CPMC, ils le connaissent. Les autres, oui, bah, je sais que c'est Louisa qui le fait. Aplida, c'est la même chose. On le fait chaque année pour chaque entreprise. Donc, il n'y a que nous qui sommes harcelés à Blimchus tous les 3 mois. Par contre, à Douera, nous avons un rapport mensuel pour l'hôpital Oui. et annuel pour les entreprises. Parce que qu'est-ce qui se passe depuis quelques temps, normalement, le rapport annuel est remis à l'employeur. Actuellement, c'est la DSP qui le demande. Exactement. Voilà, c'est la DSP qui le demande, je crois, même tous les 3 mois. C'est pour ça qu'on est harcelé tous les 3 mois par notre secrétaire. Mais la loi nous oblige à le donner, à le faire et à le donner à l'employeur, à le transmettre à l'employeur. Voilà. Vous voulez qu'on le voit ensemble? Oui. Rapport annuel. Je sais qu'il est à la page 10 de. Je laisse des repères parce que je ne retrouve pas facilement. Rapport 10 de l'arrêté 2001. Normalement, il est là. 10. Je le repère et je vous le présente. Non, c'est pas celui-là. Voilà.
Voilà le rapport annuel. Donc, vous le voyez? Oui. Oui. Voilà. Donc, les informations concernant l'organisme employeur. Donc, c'est pour ça que je dis que cette partie devrait ne pas être remplie à chaque fois. Il y a très peu de choses qui changent. Le secteur d'activité, l'entreprise peuvent changer les coordonnées du téléphone, je dirais. Le médecin du travail, là, il peut changer, surtout quand il s'agit de résidents, mais l'encadreur ne change pas d'année en année. Alors, les informations concernant le médecin du travail, avec tout ce qui va avec, nom, prénom, titre, diplôme, auxiliaires médicaux, la structure médicale. Donc, ce qui veut dire, soit il s'agit d'une entreprise, soit aussi du service. Ça peut être, l'entreprise, c'est le service, je veux dire, l'hôpital ou le service même en tant que médecin du travail, quand il s'agit de l'activité au niveau du service. Donc, la structure médicale, l'effectif des travailleurs. Alors, ce qui est difficile à remplir, c'est tout ça. Parce que nous n'avons pas systématiquement l'effectif avec l'âge et de manière informatisée pour pouvoir l'actualiser à chaque fois qu'on nous demande ce rapport-là. Je trouve qu'on ne nous facilite pas la chose pour avoir un rapport d'activité digne de ce nom. C'est-à-dire que l'employeur ne marche pas avec nous, à commencer par l'hôpital. Alors que normalement, c'est des informations qui devraient être communiquées par l'employeur lui-même. Il est le mieux. Voilà, pour moi, c'est l'employeur qui doit donner cette information-là et je ne suis pas là pour courir systématiquement après l'employeur. Donc, vous avez les effectifs par risque. Là, ça veut dire qu'on connaît bien l'entreprise. Logiquement, on les connaît puisqu'on les suit depuis plus de 10 ans par le service, même si le médecin change. Donc, les examens médicaux, en général, cette partie est bien remplie parce que nous devons justifier notre activité. Vous avez les examens complémentaires. Là aussi, ça demande beaucoup de boulot parce que ça veut dire qu'on est censé avoir un registre d'activité qui a toutes ces informations-là. Ensuite, on comptabilise. Alors, les examens demandés à titre préventif, à titre curatif, les conclusions des examens, actes avec réserve ou inaptes, les conclusions médicales. Donc là, les différentes spécialités pour lesquelles on a envoyé les travailleurs, on a adressé. La partie sur les maladies professionnelles, les déclarations d'accident de travail, les déclarations de maladies à caractère professionnel, les maladies à déclaration obligatoire, les activités en milieu de travail. Donc, temps mensuel consacré, oui, bon, normalement, on est tenu par le tiers-temps pour l'évaluation des conditions de travail, les études de post-travail, les études de métrologie, et ça concerne l'intégrité de l'entreprise, organisme extérieur. Donc, ça veut dire s'il y a de la métrologie, il faut signaler les personnes qui se sont occupées de cette métrologie. Donc, ça peut être un organisme extérieur à l'entreprise, en dehors du médecin du travail. La partie études de poste, les enquêtes, soit suite à un accident de travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel. Les activités d'infirmerie, donc soins généraux, soins pour accidentés du travail. La vaccination, les actions de formation et de sensibilisation, donc le temps et nature de la formation continue, le temps et nature des journées d'études et réunions, le temps consacré aux études et recherches, ainsi que l'organisme responsable ou associé. Ensuite, le secouriste, la prise en charge des urgences, alors l'organisation, les moyens et observation générale ou référencée, date de signature. Donc, on fait tout ça, on s'occupe de tout ça, mais pour les consigner, c'est pas évident. C'est bon chez Bini pardon. Oui, chez Bini. Votre Excel contient toutes ces informations-là? Non. Oui. Mais quand vous dites que la première partie n'est pas remplie, ça veut dire qu'elle est déjà consignée. Voilà, c'est la secret. Oui, très bien. Ok. Il faudrait qu'on le propose à notre service.
on revient sur la présentation. Alors, on était arrivé au rapport annuel du médecin du travail, le rapport type. Oui, là, je reviens pour dire que... Alors, ah oui, il y a une instruction de 2002 par rapport à la révision du système d'évaluation des activités de médecine du travail. Donc, afin de permettre une évaluation fiable et exhaustive en fin d'année, le médecin du travail doit obligatoirement renseigner l'ensemble des actes quotidiens sur les supports standardisés, devant faciliter le recueil de données prévu par l'arrêté. Donc, on a été, après 2001, en 2002, on nous a demandé encore explicitement de bien renseigner les documents. Donc, c'était juste pour vous informer qu'il y a une instruction. C'est peut-être probablement ça pour laquelle on est obligé de transmettre les informations à la DSP. Voilà. On arrive à la partie base de données. Donc, on a vu le registre, le dossier médical, les bases de données. Alors, je reprends toujours les définitions. Donc, la base de données, c'est tout ce qui est consigné comme information sur des registres, des fichiers. Donc, c'est plutôt du papier. La banque de données, c'est une base de données à laquelle on rajoute un ordinateur, c'est-à-dire que c'est une manière de traiter la base de données. Autrement dit, c'est un ensemble d'informations avec un objectif commun. On l'a vu quand on a parlé de sources de données. Donc, quand on parle de sources de données, ça veut dire qu'on a une base de données. C'est un ensemble structuré et organisé. Et différents supports peuvent contribuer à enregistrer ces données, papier, fichiers informatiques. Voilà, je reprends la même chose pour dire que c'est une histoire d'informatique et on introduit la notion de système de gestion d'une base de données connue chez les informaticiens. Le but d'une base de données, donc, c'est pour avoir un bon suivi médical du patient. Pardon, je corrige mes fautes d'orthographe. Que ce soit sur les antécédents médico-chirurgicaux et professionnels pour ce qui concerne notre spécialité, les traitements administrés ou les symptômes observés. Analyser l'analyse d'une population pour améliorer le traitement ou le diagnostic d'une maladie, d'un protocole, stocker des informations pour faciliter l'exploitation. Et le résultat, c'est de décrire les données. Donc, pour toute base de données, c'est de pouvoir faire une étude descriptive d'une population. Alors, les banques de données, on parle de banques de données, mais ce qui nous concerne, c'est les banques de données documentaires, et on parle aussi de systèmes documentaires. Alors, les banques de données en Algérie, vous avez l'INSP, vous avez la CNAS, l'OMS. C'est là où vous pouvez avoir de l'information concernant la médecine du travail. L'Institut national de santé publique, donc je vous ai mis le lien. Alors, ce qui est intéressant de consulter, c'est que vous avez, par exemple, les registres de cancer. Si vous suivez le lien, vous avez des informations de 2020, mais qui ont été publiées en 2023. La CNAS, malheureusement, a relaté les déclarations, ou le HANA, ou le DENIA, ou le HALA. Il n'y a rien concernant les AT-MP. Vous avez vu comment ils sont chiches pour donner les informations concernant les statistiques des AT-MP. Alors, la dernière fois que vous avez eu des statistiques concernant les AT-MP, c'est quelle date en tant que résident? 2018. Oui, c'est vrai. C'est le dépliant? Oui. C'est Bouslimani qui parle? Oui. D'accord, ouais. Même Anna, j'ai le dépliant 2018. Mais sur le plan site, vous ne trouverez pas ces informations-là. Les autres? Coucou, vous êtes là? On y a clos. Oui, on est là. D'accord. Je vous ai dit, la dernière fois que vous avez lu des statistiques AT-MP à la CNAS, c'est quand? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, vous n'avez jamais eu besoin de consulter des statistiques d'AT-MP à l'échelle nationale. Cette année, peut-être que vous en aurez besoin pour votre mémoire. Ensuite, le dernier site où vous pouvez avoir de l'information, c'est l'Office national des statistiques.
Là, vous pouvez avoir des informations concernant des entreprises par secteur d'activité et vous pouvez retrouver aussi les effectifs des travailleurs à l'échelle nationale. C'est intéressant quand on fait le dossier documentaire. Est-ce que vous avez déjà consulté l'Office national des statistiques pour votre dossier documentaire? Chez Bini? Non. Les autres? Non, non. Bouslimani, C'est tu as été satisfaite ou non? pas vrai. C'est-à-dire vous avez eu de l'information de la base de l'ONS sur des articles. D'accord, mais vous n'avez jamais consulté le site. Bouslimani, termine ta réponse. Je l'ai consulté plusieurs fois, mais Bah, pour insatisfaction, non. oui. Walech, qu'est-ce que tu as cherché? Je crois qu'il servirait beaucoup plus aux gens qui s'intéressent au commerce ou la truc de démographie que pour les médecins en général. Il n'y a pas de truc, entre parenthèses, exploitable côté, surtout médecine du travail. Mais qu'est-ce que les informations qui nous intéressent? Moi, personnellement, j'ai eu à le consulter. J'ai pu tirer l'effectif des travailleurs exposés au bois, en poussière de bois, ou du moins tout le secteur d'activité bois. J'ai pu retirer cette information-là. Donc, l'ONS, en général, vous pouvez retirer les effectifs, ce n'est pas régulier, mais les effectifs des travailleurs par secteur d'activité, certains secteurs d'activité. Il y a de l'information. Moi, je vous invite à le consulter pour cette information-là. Maintenant, c'est vrai qu'il est beaucoup plus, pas les commerçants, mais les gens de l'économie, ceux qui doivent traiter les statistiques concernant les travailleurs, non-travailleurs, le privé, le public. Il y a ce genre de statistiques. Très bien. Ah, donc ok. Parfois, pourquoi il est inaccessible? Soit ils sont en train de... Pardon? Balak. Oula, un problème d'Internet. Internet. Alors, je vais voir si j'accède à quelque chose. Ok, j'y vais, donc je vous le présente. Avec Tralta. Alors, par contre, le système qui a arrêté la présentation pour représenter, c'est un peu énorme. Alors, OL. À coup de chauffe. Vous voyez la page ONS? Oui. Très bien. Oui. Alors, indice des prix à la consommation, ça ne nous intéresse pas. Indice des valeurs unitaires, enquête sur la situation de perspective du commerce. Ben, elle a raison, le commerce. Alors, l'activité industrielle 2012-2020. On va voir ça, qu'est-ce qu'il peut donner. Activité industrielle jusqu'à 2021. Alors. Exportation, patati patata. Évolution par secteur d'activité. Alors, si je m'intéresse, on va commencer par chimie, caoutchouc, plastique. Qu'est-ce qu'il peut donner? Quoi qu'on peut voir ce qui est donné déjà comme information. Alors, les matériaux de construction persistent dans la baisse et observent une nouvelle variation négative. Non, ça ne m'intéresse pas. Accuse pour la troisième année consécutive une baisse de sa production. Ça ne m'intéresse pas en tant que médecin du travail, donc non. Donc, il parle de l'activité en elle-même. Elle peut nous intéresser si on veut parler d'une exposition plus importante parce que l'activité a augmenté. Et ils utilisent, alors le code de nomenclature, le NAPR, je ne connais pas. NA, oui. Taux d'utilisation des capacités de production. Donc non, ça ne nous intéresse pas. Ça. Alors, les tableaux économiques, l'indice brut. Alors, vous pouvez aussi avoir les statistiques sur la population. Hein. Ça, c'est important en matière d'information. Alors, statistiques sociales. Voilà.
عندك la population et démographie, ça c'est important. Alors santé, qu'est-ce qu'il propose pour la santé? Santé 98, santé 2003-2008, qui sont très en retard. Alors si on regarde celle-là, où on a infrastructure hospitalière, personnel médical et paramédical, non, franchement ça ne nous intéresse pas. Je reviens sur population et démographie. Le premier, c'est tout ce qu'il y a. Démographie, on va voir quelle date. Il date de combien de temps? Non, c'est juste une explication. Bon, je crois que je vais vous décourager à utiliser emploi et chômage. Pourquoi pas? Définition, les différents tableaux, enquête emploi, Algérie. C'est vrai qu'il y aura très peu de choses qu'on pourra exploiter, mais sachez qu'il existe. Alors, caractéristiques de la population, aperçu sur l'emploi du temps journalier de la population, répartition du temps selon les 4 temps fondamentaux. On va voir. Toute l'activité, ils expliquent, bon, c'est des statisticiens, donc ils respectent tout ce qu'il faut respecter en matière de non-réponse et tout ça. Alors, non, ça concerne ce qu'ils ont fait la dernière fois, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas publié les statistiques là, la dernière fois, c'est récent. Quand ils ont questionné les ménages. Donc, le prochain recensement, ils ont fait un recensement, mais il n'y a pas, apparemment, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de publication. Non. Enfin, ils l'ont dit au journal à 20h, c'est tout. Mais ils n'ont pas publié. Les instances TANA, mais ils ne publient pas l'information. Même quand vous allez sur les sites OMS, BIT, c'est presque toujours vide du côté Algérie. Ben voilà, on a de l'information, par exemple, ici sur, mais en 2012, c'est ancien. Alors, pourcentage de la population âgée de 12 ans et plus déclarant souffrir de maladies chroniques selon le sexe. Donc, c'est selon la déclaration. Donc, c'est pas. Mais bon, c'est de l'information. Au moins quelque chose d'exploitable. Ok. Voilà. Présentation, répertoire, indice, publication. On revient sur publication. Une publication en anglais. Ok, maintenant vous savez ce que c'est que l'OMS. D'accord? On arrête de présenter ça. On revient sur notre présentation. Donc, les sites qui peuvent constituer des banques d'informations et des banques de données en Algérie. Je vous cite l'émission de l'INSP, mais on passe, vous pouvez toujours le lire sur cette présentation. Par contre, quand vous regardez la partie santé au travail, il y a deux titres. Programme de surveillance médicale des personnes affectées à des travaux sous rayonnement. C'est vrai que cette partie, ils travaillent parce qu'ils font des formations pour les personnes qui doivent surveiller cette population. Ils donnent de l'information concernant la radioprotection. Ça se fait assez régulièrement. Je n'ai jamais participé, mais des collègues qui sont responsables de ce personnel-là, donc il y a de l'information et de la formation concernant les rayonnements ionisants. Et il y a un intitulé Participation au programme pluriannuel de prévention des cancers professionnels. Là, par contre, je ne connais aucune activité sur ça, sauf si peut-être certains séminaires. Alors, les deux intitulés RADO, on les trouve sur le site, mais il n'y a pas de lien. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas suivre le lien sur cette partie-là. Par contre, ce que vous pouvez suivre, c'est tous les registres concernant le diabète, le registre des tumeurs d'Alger, des rapports périodiques. Donc, ça, vous pouvez suivre le lien en allant sur l'INSP. Et c'est important. Par exemple, tout à l'heure, quand j'ai été sur le registre des tumeurs d'Alger, je l'avais déjà consulté. Mais on a les informations 2020, les statistiques 2020, là où vous avez une augmentation de l'incidence des cancers du sein chez la femme, qui se passe jusqu'à 67% par rapport aux autres cancers. Chez l'homme, le cancer colorectal est passé en premier, ensuite la prostate,
et en troisième position, le poumon. Je ne sais pas si vous avez vu les statistiques. Anis, on a une réponse. Non, on ne les a pas vus. Très bien. Donc, je vous invite à aller voir. C'est important parce que ça fait peur. Maintenant, une augmentation de l'incidence de cancer n'est pas toujours liée à une véritable augmentation par rapport aux autres années. Ça peut être un dépistage qui est fait de façon plus importante. Par exemple, la Covid, on dit que la Covid s'est surexplorée, la population s'est surexplorée, et c'est pour ça qu'on a découvert beaucoup de cancers. Est-ce que ça reste la seule explication? Je ne pense pas. Voilà. On arrive aux banques de données concernant la médecine. Donc, normalement, en quatrième année, vous avez fait déjà le TD sur la recherche documentaire ou sur la manière de faire une recherche documentaire et les systèmes documentaires. Donc, le plus connu et le plus riche, c'est le Medline. Donc, c'est une banque de données américaine, mais que vous pouvez consulter par l'intermédiaire du site PubMed. Alors, les banques de données documentaires, ça, c'est un tableau qui a été fait en 2005. Les plus connus à cette époque-là, c'est le Pascal, c'est plutôt français, le Medline, donc c'est américain, l'Experta Medica, le Toxline, donc c'est une banque de données qui concerne des produits toxiques. Alors, il y a la date, l'année d'existence, donc le plus ancien, ça reste le Toxline, donc le produit toxique. Le nombre de références en 1987, donc il était de 6 millions pour le Pascal, de 5 500 000 pour le Medline. La mise à jour est faite mensuellement et la source analysée, ça peut être des périodiques, des comptés et des thèses. Donc, tout ce qui est publiable alimente ces banques de données. Là, c'est un autre tableau que je fais pour le TD concernant la recherche documentaire dans le cadre du TD. Donc, et je donne le type de ressources documentaires. Donc, le Medline, c'est une base de données bibliographique. Le Google Scholar, c'est un moteur de recherche, donc c'est américain. Le Pascal, c'est la France, c'est une base de données bibliographique. Le Springer, moi je prends le Springer, c'est allemand, c'est un groupe éditorial. Elsevier, c'est néerlando-britannique, c'est un groupe éditorial aussi. Science Direct, c'est un site web pour Elsevier. Et le Clinical Case, c'est un moteur de recherche médicale. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de ces ressources documentaires? Très bien. Oui, Oui, Google Scholar, Oui. Clinical Case, c'est tout. Sinon, les autres, Vous êtes de quel service? PHLUB. BHRUBA. Donc, de toute la recherche documentaire. Oui, en deuxième année, en troisième année, oui. Même de toute troisième année, c'était une déroule comme année, hein. Je ne me rappelle plus, hein. C'est professeur Fraga ou professeur Ferdinand, je ne me rappelle plus. Ah, très bien. Donc, c'est pas la peine que je vous fasse. Comme la dernière fois, je m'appelle, je vais dire. Ça, c'était un résumé, hein. Ah, donc vous voulez qu'on le fasse tout à l'heure. On peut comme Tchako après la conférence. Bon, on en parle tout à l'heure à la fin de la conférence, d'accord? Donc voilà, moi ce que je vous conseille, le Google Scholar, c'est un moteur de recherche qui est puissant. Quand vous voulez de l'information médicale, allez-y à Google Scholar. Sinon, le Clinical Case, vous y accédez gratuitement par le biais du SNDL, du Système national de documentation en ligne. Vous connaissez ça? Oui. Très bien. Donc, à partir du SNDL, vous pouvez, actuellement, on n'accède qu'à l'EMC gratuitement. Les revues, non, malheureusement, mais sinon, auparavant, on accédait même aux revues. Et l'EMC, ce n'est pas tous les EMC qui sont, je ne dis pas gratuits, mais accès libre pour nous, Algériens. Alors, vous avez le système bibliographique, ça, c'est des systèmes que vous retrouvez sur Internet. Ils vous archivent les références bibliographiques sans pour autant avoir droit au texte, à l'article. C'est bien parce qu'au moins, vous avez de l'information concernant les publications. Vous avez les banques d'informations ou de connaissances.
Alors, ils fournissent directement l'information en elle-même et ils sont mis à jour par ajout et correction. Alors, le SNDL, ce que je viens de parler, c'est un système de documentation en ligne algérien. Il est géré par le CERIS, donc le premier centre, le seul centre qui gère l'information et l'Internet. Et vous avez d'autres sites que j'enseignais auparavant, mais qui n'existent plus maintenant. Le M Premium, le Best Practice, qui n'existe plus sur le SNDL. Mais sinon, tous ces sites-là existaient sur le SNDL. Et ça fait l'objet d'un TD, comme je viens de parler. Voilà donc pour ce qui concerne les systèmes, les banques de données. Ensuite, pour vous dire que si vous allez sur Google, quand vous demandez de l'information sur la santé au travail, par exemple, aujourd'hui, je l'ai fait, le 20h, il y a 3 600 000 documents qui parlent de santé au travail. En 2022, c'était à 1 million. Donc, vous voyez que ça continue à être alimenté, que ça devient plus important. Et plus c'est important, plus c'est difficile à gérer. C'est pour ça que je vous dis d'aller sur Google Scholar, qui est spécialisé dans l'information médicale scientifique. Machine médicale uniquement, sur l'information scientifique. Vous retrouvez d'autres spécialités intégrées dans Google Scholar. Je vous ai mis des liens sur les bases de données, soit généralistes, soit spécialisées, pour vous aider à faire de la recherche pour votre mémoire, sinon vous êtes déjà informé sur des sites, notamment l'INRS. Voilà. Donc le risque chimique, par exemple, vous le retrouvez sur l'INRS. Toutes ces bases de données vous donnent de l'information concernant le risque chimique. Vous avez aussi l'INRS, il vous propose pas mal de bibliothèques. Le guide d'effect pour l'exposition fortuite aux agents infectieux, le Baobab pour les agents biologiques, MECA-PrEP pour les solutions de prévention. Donc, je vous invite à suivre tous ces liens. Alors, pour les suivre sur le PowerPoint, vous êtes obligé de mettre un diaporama. Sinon, vous copiez-collez sur votre Google et vous les suivez. Toujours INRS. Ensuite, je vous ai mis des sites canadiens. Toujours en rapport avec la santé au travail. Ils ont tout un site sur la vie professionnelle, un centre de documentation en ligne. Les autres, je vous ai mis des Américains et d'autres pays, encore des sites français, l'IRSST. Alors, l'INRS, le cirque, c'est important, il faut être à jour sur les monographies. Est-ce que vous consultez les monographies du cirque ou le site cirque régulièrement? Surtout quand vous tombez sur un cancer, on vous demande une recherche éthologique professionnelle. Vous le faites? Pardon? Ça veut dire que vous n'avez jamais reçu un cancer où vous deviez rechercher une éthologie professionnelle? D'accord, c'est dommage. C'est dommage. Vous aurez à le faire un jour ou un autre, même si vous n'avez pas l'occasion en tant que résident, vous aurez à étiqueter une éthologie professionnelle. Et là, soit vous partez de ce que vous connaissez déjà de par vos cours, vos conférences, soit vous êtes curieux et vous allez rechercher si on a statué sur un produit. Par exemple, le métier de pompier, est-ce que vous savez qu'il est considéré maintenant comme cancérogène? Non, parce que ça a été fait en 2022, juillet 2022. Ils ont statué sur le métier de pompier. Ils considèrent que c'est un métier à risque de cancer, beaucoup plus pour le mésothéliome malin de la plèvre et pour la vessie. Il y a moins de preuves pour les autres organes. Est-ce que vous savez que le métier de peintre est classé comme cancérogène pour le poumon? Oui. Vous savez que le cirque, soit il classe un agent, une préparation, ou un métier ou une situation de travail. Donc, le peintre, les fumées de soudure, le pompier sont classés comme cancérogènes groupe 1. Donc, Malabel Coach. Voilà. Il ne faut pas connaître que les cancérogènes réparés et indemnisés dans notre pays. Il faut connaître surtout ce que le cirque a fait comme mise à jour. Donc, il faut consulter régulièrement pour savoir quels sont les cancérogènes qui sont classés groupe 1 surtout. Même 2, c'est important. Il ne faut pas se baser que sur ce qu'on vous donne sur les tableaux des maladies
professionnel. Donc, je vous invite à suivre aussi le lien sur le site. Pardon, professeur Kached, vous venez de dire que le poste de pompier est à risque de cancer, c'est ça? Oui, Oui, par quel mécanisme? Je n'ai pas compris. Donc, mécanisme. Je vous invite à lire la monographie. En fait, pourquoi on reprend on prend le poste de métier de pompier? Parce que le pompier, quoi? Il est exposé à quoi? Fumée d'incendie. oui, Et les les fumées incendies. d'incendie, pardon? Oui, Les hydrocarbures. Les c'est les fumées fumées d'incendie, vous ne d'incendie. pouvez jamais savoir qu'est-ce qu'elles contiennent. Ça peut être une entreprise de produits chimiques qui brûle, ça peut être un local qui contient de l'amiante, ça peut être un truc. Et les produits dangereux dans un incendie ou dans les fumées d'incendie, c'est des produits de dégradation. Ça peut être quel est le produit le plus qui a fait quand un groupe électrogène est incendié. Vous avez les dioxines qui ont fait l'objet de pas mal d'articles, qui est cancérogène. Mais vous pouvez aussi avoir d'autres produits, les HAP, comme vient de dire l'un de vous. Et donc, on ne peut jamais savoir à quoi est exposé le pompier. Ça veut dire qu'on aura étudié tous les incendies et tracé toutes les expositions. Comme on n'arrive pas à faire la différence, comme pour les fumées de soudure, on ne peut pas identifier une exposition, on considère que le métier de pompier est cancérogène. Donc, je vous invite à lire la monographie. Les monographies sont longues. C'est tout un document qui fait une compilation, qui retrace des études épidémiologiques de rigueur, qui apportent la preuve que ça peut... Parce que c'est quoi un cancer professionnel? C'est l'augmentation de l'incidence de ce cancer. Et on retrouve l'étiologie professionnelle. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, professeur Kached. D'accord. Donc, on est tenu à rechercher deux types de cancers professionnels. Le mésothéliome de la plèvre et le cancer de la vessie. C'est ça. C'est ce qui a été considéré comme groupe 1. Il y a assez de preuves, parce qu'on parle de preuves pour incriminer un produit cancérogène. Merci. D'accord? Donc, allez-y, cherchez, pompier cirque, et vous aurez toutes les informations. Et si vous avez de la patience, alors souvent les monographies, quand elles sont récentes, elles sont en anglais. Ils mettent du temps pour la traduire en français. Mais vous pouvez utiliser les traducteurs pour vous faciliter la lecture, sauf si vous maîtrisez l'anglais. Voilà, donc pour conclure le cours d'aujourd'hui, prendre soin de l'enregistrement des données de l'activité du médecin du travail, c'est assurer l'aide à la décision dans notre pratique quotidienne, de produire de la connaissance au sens large du terme, de préserver la santé du travailleur et d'une bonne traçabilité. Alors, quand je dis l'aide à la décision dans notre pratique quotidienne, ça veut dire que ça nous facilite le travail. Quand on a de l'information qui est enregistrée, je n'ai pas besoin d'aller appeler pour rechercher l'information. Je parle par exemple du métier ou de l'entreprise. Si j'ai en face de moi un patient, si je dois prendre une décision urgente dans le cadre d'une intoxication aiguë, il faut que j'ai assez d'informations sur l'entreprise pour pouvoir identifier quel est le risque auquel a été exposé le travailleur. La production de connaissances au sens large du terme, ça veut dire que quand on a bien enregistré nos données, on peut faire des enquêtes, on peut faire de la recherche au quotidien et produire de la connaissance, c'est-à-dire avoir de nouvelles informations. Je ne vais pas attendre ce qui est mis sur le cirque, je ne vais pas attendre ce qui va sortir sur une revue. J'ai le droit d'apporter ma contribution en matière de connaissances, c'est-à-dire quand j'ai quelque chose que j'ai bien documenté, c'est présenter un cas clinique qui pose un problème nouveau, que j'ai résolu, de compiler des cas cliniques pour faire une étude et apporter de l'information. Tout ça, ça contribue à produire de la connaissance. La préservation de la santé au travail, ça c'est dans l'obligation du médecin du travail. La traçabilité, c'est quand je consigne bien, je renseigne bien mes documents obligatoires ou mes données ou mon Excel, je contribue à ce que je puisse retrouver l'exposition ou les risques encourus par le travail. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant les sources de données. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non. D'accord.
Ok. J'arrête de te présenter. Je vous souhaite un bon après-midi et le prochain cours, on le fait toujours en distanciel. Oui, c'est possible, oui. Inch'Allah. 3 ont répondu oui. Mais 4. Oui, pour ma part. Oui, parlez-y, oui. Oui, Ok, à l'unanimité. À l'unanimité. Ok. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée ou un bon après-midi. Merci, professeur Tassel. Merci également. Je vais Merci. vous envoyer tout ce qu'on a vu comme décret arrêté, comme ça vous aurez votre Oui, oui, oui.